Wim Wenders depuis Alice dans les villes, en passant par Tokyo Ga, Lisboa Story et bien d'autres films. Évidemment, on a Wong Kar-wai et ce film qui nous montre une Corée et un Séoul très frappant. On a 2046, on a des enjeux aussi, mais ici et là, dans toutes ces villes, mais aussi en Amérique latine et dans d'autres continents, on a justement cette révélation de ce qu'on peut appeler avec l'anthropologue français Marc Auger, la cité monde et la cité mondiale. La cité mondiale avec toutes ces promesses de connectivité, de virtualité, de liaisons, qui facilitent la vie, qui prend le numérique et qui nous prennent partout, évidemment. Et parfois, si on oublie le portable, c'est la catastrophe. Et donc, on peut avoir même des images de tout ça, des images qui sont passées et déjà passées, mais il y a une sorte de liaison entre ce temps éphémère et l'espace éphémère. Ce n'est pas seulement le temps qui passe, mais l'espace aussi. Parce que, de même que Proust disait que les maisons, les avenues, les routes sont fugitives, hélas, comme les années, de même dans le cinéma et à travers le cinéma, l'on se rend compte de ça. Il y a des changements. C'est pas seulement l'exercice de remonter une ville comme l'a fait un célèbre écrivain, l'auteur de La vie, mode d'emploi, et dans une espèce d'espace ou en remontant la rue Villain. Mais là, on se souvient de quelque chose qui est déjà passé. La question est de savoir comment, à travers le cinéma, on peut accepter aussi l'éphémère de nos vies, cette sorte de légèreté, et peut-être avec ça se libérer un petit peu de la douleur et de culpabilité occidentale qui nous frappe en permanence. Voilà ce que je pourrais dire en tant qu'ouverture de cette conversation. Alors, est-ce que vous pourriez rebondir sur cette légèreté, cet aspect éphémère, et peut-être ce que vous, qui construisez plutôt, prévoyez de construire, ou du moins, imaginez des villes qui vont durer. Est-ce que vous pouvez tirer de cette inspiration d'un cinéma d'une ville passante, et peut-être ce que, à travers les films que vous pouvez voir, ce que vous pouvez découvrir de Bordeaux qui peut-être vous échappe, et ce que ça apporte à votre travail, voilà, dans votre projection. Oui, alors effectivement, vous le verrez sur le stand de l'agence d'urbanisme. À l'agence, on aime bien les cartes. Et donc, on a fait une très belle carte, je crois, des paysages métropolitains. Et puis ensuite, on a très naturellement eu l'envie de montrer ces paysages et de les montrer par la vidéo. Et par, en fait, je vous laisse découvrir les films, enfin, deux traversées, on va dire d'est en ouest, deux coupes d'est en ouest, des vignes au pin, des coteaux de l'entre-deux-mers au plateau des Landes, et puis du sud au nord en suivant le fleuve et en retrouvant finalement tous les grands projets, avec le vocabulaire local entre Jalles et Esté, puisque c'est les petits cours d'eau qui irriguent l'ensemble du bassin. Donc la vidéo s'est imposée. C'est un parcours en vélo. On triche un peu, vous verrez, parce que en fait il n'y a pas que du vélo, mais enfin à cette métrique de déplacement qui permet en 20-25 minutes de voir beaucoup de choses. Et finalement, sans théoriser trop, je pense qu'il faut peut-être aller plus loin dans ce que Rémi Cambot disait en introduction. En tout cas, moi j'irai plus loin, de se débarrasser un peu de cette représentation multiséculaire du paysage comme petit bout de nature découpé dans une fenêtre. Parce que c'est encore beaucoup ça. Et même si des photographes talentueux peuvent faire autre chose, on reste beaucoup sur cette vision, de ce qu'on voit à distance et à travers quelque chose.
Hein, donc à travers une fenêtre, derrière un parapet, toute l'histoire de la peinture de la Renaissance, qui a quand même beaucoup structuré nos neurones pour voir le paysage. Et voilà, et la carte postale, hein, la carte postale. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais en tout cas qu'il faut dépasser cette vision du paysage, parce que dans nos métropoles, hein, qui sont, je passe vite, mais enfin qui sont plus fragmentées que la ville constituée, qui sont en archipel métropolitain, qui ont des discontinuités, qui n'ont pas la continuité du tissu urbain traditionnel, et ben, comme vous le disiez très justement, ces paysages métropolitains, on les parcourt, et c'est ces parcours qui relient finalement les fragments de territoire entre eux. Et donc, effectivement, la vidéo s'impose, d'une certaine façon, d'autant plus à Bordeaux qu'on est beaucoup forcément sur une vision de carte postale aussi, hein, parce que il y a la ville de pierre, les espaces UNESCO qui sont photographiés des milliers de fois par jour, mais qui peut-être font oublier d'abord qu'il y a une métropole beaucoup plus large, et que cette métropole est ce parcours, hein, avec cette idée vraiment beaucoup de gens avant nous l'ont dit, mais enfin qu'il y a cette idée que c'est le parcours qui fait qu'on devient en partie acteur du paysage. Donc je crois que là, il y a un vrai basculement à opérer dès lors qu'on s'intéresse aux faits métropolitains, sortir de ce cadre pour passer à la trajectoire au déplacement. Même si, on ne va pas faire une émission de cinéma, mais même si, paradoxalement, il y a aussi quelques films qui ont beaucoup magnifié le paysage carte postale ou le paysage cadre. Bon, je sais pas si, suivant les âges, on a des souvenirs qui peuvent être un peu différents, mais Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, où on a le peintre avec sa mire qui justement qui cadre un paysage, quoi. Hein. Chambre avec vue, on est beaucoup quand même dans. Il y a aussi un cinéma d'une certaine manière de l'immobilité. Hein. Et voilà. Et d'une certaine manière, notre imaginaire du Grand Ouest américain, John Ford, on reste dans le panoramique, quoi, hein. Donc, à l'évidence, le cinéma, l'image animée, pour moi, est fondamentale pour comprendre les fonctionnements métropolitains. Ensuite, il y a aussi un certain type de cinéma, et là vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour en parler, qui peut donner à voir plus facilement cette question. Et puis, mais c'est un autre sujet, je m'arrête là pour cette première intervention. Je sais plus qui disait c'est pas l'art qui copie le réel, c'est le réel qui copie l'art. Effectivement, on voit, c'est Oscar Wilde, je crois. On voit un paysage, on dit tiens c'est un Gauguin, etc. Voilà, ce qui est intéressant aussi d'essayer de comprendre, c'est comme on est tous quand même beaucoup, qu'on le veuille ou non, dans la culture cinématographique et vidéo, qu'est-ce que ce filtre nous donne comme modèle de vision de ces paysages métropolitains. Voilà. Qui est une autre façon aussi de voir la question du cinéma comme médium relativement consensuel, finalement, pour voir aussi la ville autrement. Je vais peut-être dire un mot avant que je vais vous quitter pendant 10 minutes. Peut-être un mot sur le choix du cinéma pour montrer les paysages. Parce qu'évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'on montre les maquettes, est-ce qu'on montre des plans, comment on va créer cette exposition autour de ces paysages. Et on voulait montrer des exemples un peu partout au monde de ce que le paysage peut être, ce qu'il pourrait devenir. Et ce qu'on a proposé, c'est une sorte de triple approche. Vous allez voir, il y a en montant sur l'escalateur, il y a un documentaire, c'est un vrai documentaire sur la biosphère 2, où on montre d'une façon assez objective l'objet de l'œuvre étant cette biosphère 2, cet laboratoire en Arizona. Et puis, de deux côtés, il y a des protagonistes qui en parlent, ceux qui l'ont inventé, qui parlent de leur conception, et puis ceux qui l'opèrent aujourd'hui. Et du coup, il y a une sorte de documentaire
et cette dialectique pour montrer l'œuvre qui est centralisée. Ensuite, il y a un premier pentagone avec 5 écrans où on a fait une recherche sur le projet de paysage. C'est 5 films réalisés avec Christian Barani. Et là, on a essayé d'imaginer une autre façon de montrer le paysage. Les 5 écrans montrent 5 projections d'un lieu, par exemple d'Hong Kong, et du coup, le visiteur il est immergé par ces écrans. Il ne peut pas voir tout en même temps. Il sera obligé de se déplacer et de faire un choix. Et du coup, le paysage qu'il voit est quelque part défini par son déplacement dans l'espace. Tout comme dans un vrai paysage où votre démarche, votre déambulation définit finalement le paysage que vous allez voir. Le paysage qui se crée dans la fenêtre dans une peinture et dans le mouvement dans l'espace. Et le troisième approche, c'est un travail fait par Ila Becca, Louise Lemoine, où là, on a essayé de faire une recherche sur les comportements de l'homme dans l'environnement où il habite. Et quelque part, on voulait montrer que le climat, la position géographique, a une influence indéniable sur les comportements, les pratiques de l'homme urbain. Et là, on a choisi avec eux de montrer en fait les 5 villes ou les 5 territoires filmés en même temps. Et du coup, on peut apprécier la richesse de ces comportements, la richesse de cette relation qui se crée entre l'homme, on vous en parlera, hein, il a appelé Homo urbanus, mais quelque part on retrouve l'instinct animalier de cet homme animal qui s'adapte à son paysage, à son climat changeant, à son environnement qui est pas fixe en fait. Et du coup, comme curateur, disons, on a essayé de dire il y a différentes approches de paysage, on a essayé de vraiment parler de l'influence du climat, du paysage sur l'homme. Ensuite, l'influence de l'homme sur le paysage, en montrant le paysage et pas forcément l'homme qui l'habite. Et puis un documentaire qui, d'une façon plus objective ou plus distanciée, essaye d'expliquer un projet de paysage. Du coup, on a essayé de travailler sur cette variation sur thème pour aborder le sujet. Et je voulais rebondir me tourner maintenant vers les cinéastes, mais justement en quoi les différentes échelles avec lesquelles vous pouvez travailler en juxtaposant d'une image à une autre, une échelle très en partant vraiment de personnes que vous rencontrez ou en jouant sur une prise de vue très en hauteur, en quoi ça vous permet de montrer des villes auxquelles de révéler, pour revenir à l'idée originale de ce débat, de révéler un peu les villes qu'on ne voit pas. Allô? Oui. En fait, là, pour nous, la question du paysage, quand on a commencé à discuter sur ça, avec Bass, Louise et moi-même, on a plusieurs fois discuté longtemps sur... je suis architecte, donc j'entends parler du paysage depuis très très longtemps. Et donc, j'avais pas trop peur de poser cette question, mais je continue à la poser sans avoir de réponse. On n'a pas encore compris ce que c'est un paysage. En fait, je pense que personne n'a compris ce que c'est un paysage encore aujourd'hui. C'est une sorte de mot valise dans lequel on met dedans plein de significations différentes, mais on ne sait pas dire ce que c'est un paysage, parce qu'un paysage, tout est paysage. Du moment où vous utilisez un médium ou l'autre, comme par exemple, pour nous, la question du médium est très vite réglée, on fait des films. Et donc, quand on prend une caméra et on filme quelque chose, on est en train de filmer un paysage. Je veux dire, il y a des paysages dans les visages, il y a des paysages dans les arbres, tout est un paysage. Alors, c'était une question un peu embêtante de dire, on va filmer les paysages. Nous, dans tous les films qu'on a fait auparavant, on a toujours filmé, même dans l'architecture, le rapport que les gens ont avec l'architecture. C'est-à-dire que quelque chose d'assez subtil, c'est la relation qui se crée entre l'architecture et les êtres humains qui l'habitent. Donc on s'est dit, on va continuer à faire ça dans une échelle beaucoup plus grande. On va essayer de capter avec la caméra quelque chose de très très difficile à capter, mais très aussi délicat et éphémère, qui est ce rapport-là, c'est-à-dire que cet échange continu entre
la ville, parce que c'est un paysage, on le voulait, métropolitain, la ville et les habitants. Alors, du moment où on a commencé à réfléchir sur ça, tout est devenu très intéressant, parce que quel est le rapport qu'on a, qui a l'habitant avec la ville? De quelle manière c'est la ville qui impose cette relation, et de quelle manière c'est l'habitant qui impose à la ville cette relation-là? Donc c'est un échange continu qui se crée entre les deux. Et en même temps, dans ça, il rentre beaucoup plus de choses, comme par exemple le climat, qui sont des facteurs un peu qui s'ajoutent en plus, et il vient se créer une sorte de magie qui donne ce qu'on nous on appelait homme urbain, donne une identité à l'habitant de la ville. Alors c'est ça qui nous intéressait le plus dans tout ce travail, qui nous intéresse énormément aujourd'hui, c'est comprendre à quel point se crée cette identité, et si encore, en plus, si ça existe réellement, cette identité. Est-ce qu'il existe réellement l'identité d'un homme d'une ville, donc qu'on peut appeler un Bordelais, ou un Parisien, ou un Londonien, ou quelqu'un un Séoulien, ou un Bogotano, voilà. En quoi on arrive à parler de cette personne-là? Du moment où on a commencé à penser à ça, on s'est dit, évidemment, il faut se mélanger aux habitants et essayer de comprendre comment, justement, comme disait aussi Bass, on lui a dit, il faut qu'on aille chercher ça. C'est-à-dire que dans quelle manière on interagit avec la ville. Parce que c'est dans ces petites interactions-là, comme d'ailleurs disait aussi Calvin, c'est dans les petites actions quotidiennes de tous les jours qu'on va comprendre, on va essayer de dévoiler l'identité de la ville et de l'habitant aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, allons chercher ça. Et quand on est allé chercher ça, on s'est rendu compte que les villes, enfin c'est ce qu'on savait, mais on l'a vu, les villes sont en transformation. Selon nous, la ville, il n'y a plus la différence entre la campagne et la ville. Aujourd'hui, c'est réglé. Ça, c'est comme le médium du cinéma. C'est quelque chose qui est réglé. Maintenant, il faut voir ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus un problème. Le problème ne se pose plus entre la campagne et la ville. Aujourd'hui, se pose entre la ville et la ville, la nouvelle ville, ou même la ville, la nouvelle ville, et la nouvelle ville. C'est-à-dire que la transformation de la ville est en train de se transformer. Et nous, ce qui nous intéressait, on s'est rendu compte qu'on s'intéressait à l'habitant de la vieille ville. C'est-à-dire que la première, c'est comme la ville, le début de la ville. C'est la ville qu'on a tous dans la tête, mais qui commence à n'exister plus. C'est-à-dire que c'est toutes les villes. Je vous fais un exemple pour comprendre tout ça. Dans la ville de Séoul, par exemple, mais dans toutes les villes, à Bogota, c'est pareil. Dans toutes les autres villes, vous avez une partie de la ville qui reste comme c'est la ville qu'on a tous nous dans la tête. C'est-à-dire c'est Bogota ou Séoul comme ça. Et après, la plupart du reste de la métropole est complètement change complètement sur d'autres manières de faire la ville qui se ressemblent énormément d'une ville à l'autre. C'est-à-dire que à Séoul, vous avez Gangnam, tout la zone de Gangnam et même tous les autres qui vous baladez dans cette ville-là, vous avez l'impression d'être à Los Angeles ou à une autre ville de cette sorte-là. Donc il y a des villes, les nouvelles villes qui grandissent de plus en plus et qui mangent cette vieille ville. Elles sont en train de faire ça un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans toutes les villes, les municipalités s'accrochent énormément pour essayer de sauvegarder cette identité de la ville. Donc, ils investissent énormément d'argent en communication, en tout ce qu'on fait le plus possible pour essayer de garder l'idée du Bogota, la spécificité de la ville. Pourquoi? Parce que la ville est en train de la perdre complètement. Toutes les villes perdent leur spécificité. Mais il y a encore aujourd'hui dans ce passage, donc ce travail presque d'anthropologue qu'on a essayé de faire, il y a des poches, soit des résistances, soit on peut les appeler des bulles dans lesquelles on trouve encore ces identités-là. Mais de moins en moins, à Séoul c'est frappant,
À Séoul, il y a une sorte de grande carré au milieu de la ville qui est le seul qui résiste un peu à la nouvelle ville qui arrive et qui se le mange. Alors, les gens qui habitent à Séoul savent très bien que tous les ans, par exemple, il y a un quartier qui disparaît. Il y a la ville moderne, si on peut l'appeler. Je l'appellerais plutôt la ville stable. Voilà, la ville stable arrive à manger ce carré doucement. Ce carré devient de plus en plus petit. Alors nous, le film qu'on a fait à Séoul et même dans les autres villes, on les a fait que dans ces espaces-là. C'est les espaces qui vont disparaître, et parce que on voulait justement parler de cet homme urbain qui est en train de disparaître. Donc on l'appelait en latin homo urbanus. Et Bogotanos pour Bogota, ou Séoulianos, Neapolitanos pour justement pour une sorte de provocation, pour dire c'est un homme qui a une identité qui est en disparition, est en train de disparaître, et qu'on est en train de la perdre. Et après, cette identité-là qui sera recréée, c'est une identité qui est un peu, promotionnelle, c'est-à-dire qui n'existe pas réellement. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette identité de ces hommes, de ces habitants-là, de cet homme urbain-là, c'est qu'en fait, il échappe au contrôle de la ville. C'est-à-dire que la ville, de plus en plus, essaye de contrôler ces espaces, nous, on dit ça, justement de les stabiliser pour qu'il n'y ait pas il n'y ait pas de fuite. Donc il y a plein de choses. Par exemple, je trouvais, vous êtes de Bogota, et je trouvais Bogota très intéressante parce qu'à Bogota, comme à Naples aussi, par exemple, il y a beaucoup de pratiques dans la rue qui se font que aujourd'hui, dans nos villes à nous, on peut pas imaginer, même pas imaginer de le faire. Les gens sortent dans la rue et ils vendent plein de choses, de tout, beaucoup de choses à manger, tout ça. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas un permis ou une licence pour tout le monde, donc c'est quelque chose de très spontané. Et dans la ville stable, en fait, ça, on l'accepte plus. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont disparaître, parce que la ville, ces choses-là, c'est les premières qui vont disparaître. Cette énorme vivacité de la ville, des gens qui sont dans la rue, par exemple à Bogota, ben doucement, ça va disparaître. Et d'ailleurs, ça c'est une analyse très personnelle, hein, je dis pas de vérité, c'est juste une analyse de camp, je veux dire. On est allé là-bas et on a vu ça. Quand vous partez de Bogota, vous sortez de ces quartiers qui sont plutôt Bogota, c'est un peu le nord et le sud. C'est la grande différence. Dites-moi si je me trompe. C'est le sud, c'est très populaire. Le nord, ça ne l'est pas du tout. Et du moment où vous passez du nord au sud, à travers cette grande rue qui est la Septima, qui est celle qui est vraiment la scène de la ville, eh ben, vous arrivez dans la ville qu'on peut appeler la ville stabilisée, qui est la ville du nord, où il n'y a plus aucun danger, où il n'y a rien, vous pouvez vous balader autant que vous voulez, mais vous commencez à regarder la ville et vous dites, mais on est sorti de Bogota, c'est une autre ville. Et c'est quoi? C'est la ville qu'on trouve désormais partout, c'est tout. Qui ne veut pas dire que l'architecture est la même, c'est la ville qui est la même, c'est-à-dire que tout est contrôlé, stabilisé, il ne se passe plus, il n'y a plus de surprises, voilà. Et alors nous, par contre, ce qui nous intéresse énormément, c'est d'aller chercher ça, les surprises. C'est comme à Rabat, par exemple, un autre exemple. À Rabat, vous avez certains endroits il y a Rabat, pour ceux qui connaissent Rabat, il y a la Médina de Rabat et la Médina de Salé, par exemple. Il y a deux c'est la même ville, elles se coupées en deux par le fleuve. Et dans la Médina à Rabat, une partie de la Médina à Rabat est stabilisée. C'est-à-dire que les touristes peuvent y aller. Le touriste, c'est très intéressant, le touriste, parce que le touriste, c'est celui qui est un peu qui nous montre quand une ville est tranquille. Parce que tant qu'il y a plus de touristes, plus la ville est tranquille. Donc plus ça a été stabilisé. Et donc Rabat, une partie de la Médina est tranquille, mais il y a des endroits où les touristes n'y vont pas. Et là, ça reste, c'est pas dangereux, mais là, il y a des fuites, un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sortent de la norme. Voilà, c'est la norme. C'est pas du légal, mais c'est de la norme. C'est pas normalisé. Stabilisé ou normalisé, voilà, c'est presque pareil. Et voilà. Par contre, à Salé, c'est toute la Médina est en train de se normaliser, mais c'est beaucoup plus, ça échappe beaucoup plus, voilà. Vous sortez des deux Médinas de Rabat et vous allez dans la nouvelle ville à Rabat, ben voilà, on retombe dans la même ville de Bogota, de Séoul, c'est la même chose. Et du coup, Fabienne Sanabria, vous qui parliez du cinéma pour justement
fixer l'éphémère. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être sur Bogota, le cas de Bogota? Est-ce que Bogota disparaît? Je peux répondre. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Ilabek à propos de Bogota. Ça m'a apporté une espèce de nostalgie bizarre. C'est très intéressant ça, parce que ça nous fait ressentir aussi nos origines, etc. Mais je vais répondre avec une citation de Proust, justement. Et ça, c'est très intéressant. Proust dit, à la fin du premier volume de la recherche, à peu près dans l'édition Gallimard de 1954, après ce sont 4 volumes, je ne sais pas, ça va augmenter dans la bibliothèque de la Pléiade, il dit, mais quand disparaît une croyance, il lui survit, et de plus en plus vivace, pour masquer le manque de la puissance que nous avons perdu de donner de la réalité à des choses nouvelles, un attachement fétichiste aux anciennes que la croyance avait animées, comme si c'était en elle, dans ces choses-là, que la croyance vivait, et pas dans la possibilité de créer du nouveau. Ça, c'est la mort des dieux. Une sorte de mort de ce paganisme formidable qui est la vie. Et là, je suis complètement d'accord. Et donc, il y a des efforts aussi dans nos villes patrimoniales pour essayer de garder le patrimoine, pour essayer de dire, ça c'est du sacré. Mais le problème, c'est que les choses passent, et passent très vite. Bien sûr, nos maires, et je parle de nos maires d'une façon générale, mais même s'il y a des politiques très différentes, des inscriptions politiques très différentes entre M. Collomb et M. Juppé, si l'on compare par exemple Bordeaux et Lyon, et si l'on voit justement le côté patrimonial, Bordeaux, le côté non, la grande ville qui est le côté patrimonial aussi, UNESCO, Lyon et la nouvelle ville. Et là, on voit justement cette tension extraordinaire. Mais cela n'empêcherait que dans la nouvelle ville, de l'autre côté, il y aurait la vie. Même dans les fluidités, même dans les tensions, dans les flux, dans les reflux, et qui surgissent malgré le contrôle, parce que le problème c'est que l'on essaie de contrôler l'autre côté de la nouvelle ville, et quand on essaie de la contrôler, là, on coupe la vie. La vie, c'est quelque chose qui pousse comme la nature sauvage. Bien évidemment, les vendeurs à la sauvette du centre-ville de Bogota, dont j'habite, et que j'adore en plus, parce que ça, si vous êtes déprimé, vous quittez tout de suite la déprime en vous promenant au centre-ville. Par contre, si vous allez visiter vos familiaux du côté nord, du côté riche, du côté contrôlé, là, on rentre en déprime. C'est très intéressant ça, parce que comment, et ça c'est une question du cinéma, mais aussi pour les urbanistes, comment descendre du dernier étage de World Trade Center, tel que Michel de Certeau le disait, pour marcher, pour se promener, pour faire une balade, pour essayer de trouver des choses spontanées que malgré le contrôle et malgré les smartphones existent. Aujourd'hui, il m'est arrivé, j'ai raté mon train parce que j'avais laissé mon cell phone à l'Airbnb où je suis à Paris. Et donc, comme j'avais pas la façon de m'identifier dans le train. Donc, il m'a fallu rentrer en taxi, prendre un autre train, etc. Ces petits accidents comme ça m'ont montré justement que malgré tout, il y a la vie. Mais comment la créer, comment la recréer, comment ne pas la nier? Voilà, ce sont les impressions que suscite votre intervention, que j'ai beaucoup aimé à propos de Bogota, bien sûr. Et je me tourne enfin vers vous, Christian Barani. Vous qui, si je ne me trompe, ne filmez jamais 2 fois les mêmes images, vous qui filmez quand même des villes sans avoir l'espoir d'en faire le portrait parfait, comment vous réagissez par rapport à cette idée qu'il s'agit de filmer quelque chose, un interstice peut-être, un espace de vie dans la ville? Et est-ce que vous arrivez à révéler quelque chose finalement, puisque... Moi, je voulais juste commencer de la même manière qu'Ilabeka a dit, je ne sais pas ce que c'est que le paysage, moi je ne sais pas ce que c'est que le cinéma. Du tout moins, je ne sais plus ce que c'est que le cinéma. On pourrait dire, jusqu'au XXe siècle, on pourrait dire que c'était assez facile de définir le cinéma. Il y avait une définition, les frères Lumière nous l'avaient imposée, qui était un espace noir dans lequel on va s'asseoir et se projeter dans l'espace où notre corps est figé, et surtout c'est de la lumière qui traverse cet espace-là. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, pour faire vite, franchement, je ne sais plus, parce que
Le cinéma n'est plus argentique, le cinéma n'est plus la fenêtre sur le monde, le cinéma est partout. Le cinéma se fait avec un appareil photo positionné sur la touche vidéo. On ne sait pas s'il faut qu'on emploie le terme vidéo, on ne sait pas s'il faut qu'on emploie le terme cinéma, enfin on ne sait plus, mais tant mieux, c'est pas du tout un problème. Ça, déjà, je voulais le dire, c'est-à-dire que franchement, le cinéma, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est, et tant mieux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le cinéma et la ville, en fait, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que le cinéma est né parce qu'il y a la ville. Premier travelling inventé, c'est un Américain qui filme la ville de New York. Les premières images, ce sont des images de ville. On se réfère, moi, j'ai, par exemple, dans ma pratique, si on regarde les questions de villes filmées, il faut juste se référencer à Dziga Vertov. Si on regarde le travail de Dziga Vertov, on n'a plus rien à inventer parce que tout a été fait dans les films de Dziga Vertov. Et il filme la ville. C'est 1900, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cinéaste russe, c'est 1927. Donc, voilà, donc différent. Je dirais presque un pléonasme de dire cinéma et ville. Le cinéma, c'est la ville. Donc, et ça a toujours été ça. Toujours. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, comment peut-on représenter les villes? C'est une vraie question. Moi, j'ai fait une exposition sur Chandigarh, en fait, avec les commissaires architectes qui étaient montrés à la Cité de l'Architecture. On me pose la question, on me dit il faut représenter la ville de Chandigarh, qui est une ville indienne dessinée par Le Corbusier et Pierre Jeanneret et Jane Drew et Maxwell Fry et les architectes indiens. C'est un projet absolument fabuleux de modernité des années 50 qui a duré 15 ans et qui continue à se développer. Mais donc les commissaires architectes viennent me voir et me disent voilà, est-ce que tu pourrais documenter la ville? Et moi je me suis dit mais c'est pas possible. On ne peut pas documenter une ville. Mais en même temps, il faut trouver une forme à cette impossibilité. Donc cette forme à l'impossibilité, je l'ai trouvée personnellement en faisant une installation vidéo où il y avait 8 écrans et 14 heures de film. Voilà. C'est-à-dire que la ville, je voulais juste dire aux gens qui venaient voir l'exposition que la ville est bien plus grande que nous et qu'on ne peut pas tout voir. Et je pense qu'une des pistes du cinéma contemporain, puisque nous, artistes ou cinéastes, nous n'avons plus accès au cinéma, c'est-à-dire que nous n'avons plus accès aux salles de cinéma, parce que les salles de cinéma sont devenues des lieux de divertissement et ne sont plus du tout devenus des lieux d'expression artistique ou de recherche. Donc petit à petit, le travail glisse et ce sont les centres d'art ou les expositions ou les musées qui accueillent nos travaux. Donc, pourtant, on fait toujours du cinéma. Donc moi, j'essaie de faire du cinéma, mais du cinéma déployé dans l'espace. Et un cinéma où, justement, à la fois il est question d'espace et à la fois il est question du visiteur. Parce que vous, lorsque vous arrivez dans une exposition, vous n'avez pas du tout la même attitude que l'on a lorsqu'on va dans une salle de cinéma. Lorsque vous allez dans une salle de cinéma, lorsque nous allons dans une salle de cinéma, on sait que notre corps va être posé, figé, attaché avec une ceinture de sécurité. Et on lève la tête et pof, on se projette dans l'écran. Ici, c'est pas du tout ça. Vous n'avez pas du tout cette pratique. Vous circulez, vous allez où vous voulez et vous faites ce que vous voulez, comme dans une exposition traditionnelle. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'avec BAS, on a mis au point, on va inventer du tout. On a mis au point ce dispositif 5 écrans parce que justement, pour poser la question de la ville. C'était important aussi de réactiver le corps du visiteur, de le placer au centre et de lui dire maintenant voilà, il y a une structure qui vous est proposée, une structure qui a un regard totalement subjectif de la part de Bass et de moi-même sur les espaces, sur le paysage, sur la ville, sur ce qu'on veut. Mais à l'intérieur, vous avez une place et cette place, vous devez la prendre. Alors inconsciemment ou consciemment, peu importe. Mais c'est à vous de devenir acteur, c'est à vous de placer votre corps où vous voulez, c'est à vous de tourner la tête ou pas, c'est à vous de vous endormir ou pas dans l'espace.
Voilà. Et je pense que une des questions du cinéma qui m'intéresse maintenant, c'est un cinéma déployé dans l'espace où l'acteur devient, où le visiteur ou le spectateur devient acteur aussi, en faisant ses propres montages et ses propres associations mentales. Et du coup, vous disiez que qu'on savait plus ce que c'était que le paysage, mais est-ce que cette idée qu'en filmant avec plusieurs écrans en même temps, plusieurs points de vue sur un même espace, on étende peut-être, on sorte le paysage de ce carré à travers la fenêtre. Est-ce que ça vous parle et dans quelle mesure ça résonne avec ce que vous avez fait? Vous mettiez 5 villes. Ah oui, non, ça marche. Non, par contre, je veux dire, oui, le fait de mettre 5 écrans crée un paysage. Donc, pour continuer dans cette idée de paysage qui existe partout, c'est vrai que les 5 films, ce sont 5 films qui sont pensés pour être ensemble, mais aussi tout seuls. C'est-à-dire qu'on peut regarder, c'est des films de presque 1 heure, de 55 minutes, mais qui peut être vu tout seul même, parce que c'est une vraie plongée dans cette vie de spécifique de la ville. Le fait de les mettre ensemble, de créer un espace fermé, c'est très intéressant. Et qui crée un nouveau paysage. C'est intéressant parce que je remarque aujourd'hui que quand on rentre, on est un peu pris par toutes ces images. Même les villes sont très différentes, mais en même temps, c'est dans une nouvelle ville. C'est une nouvelle ville. On est un peu pris par toutes ces actions qui arrivent. Donc, ça crée quelque chose de très intéressant. Tout ça, c'est une question de médium. C'est comme on parle Christian parle du cinéma. Ça, c'est aussi une sorte d'installation. Tout ça, avec Louise, nous intéresse beaucoup, mais ce n'est pas le centre de notre travail. C'est-à-dire, on est plus intéressé, je dirais, à ce qu'il y a dans l'image que plutôt de savoir où l'image va être mise. C'est quelque part, je comprends toute la réflexion de Christian sur le cinéma, tout ça, mais en même temps, oui, c'est vrai, c'est être dans un cinéma et regarder un film au cinéma, c'est très beau. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent dans l'image, et peu importe s'il est vu sur un téléphone ou dans une installation ou dans un cinéma, je veux dire, quelque part, il y a toujours mieux. On peut créer de belles choses, mais en même temps, on est très intéressé, nous, par la force de l'image elle-même. C'est-à-dire que l'image doit nous frapper très fort. Nous frapper, ça veut dire ça communiquer. C'est-à-dire ça nous prend, c'est pour ça qu'on avait aussi une grande peur dans ce travail, c'est que filmer le paysage, c'est quelque part, quand on pense le paysage, c'est d'un ennui épouvantable. C'est-à-dire que quand on filme le paysage, quand on a l'idée du paysage, c'est-à-dire le paysage qu'on a, on pense au paysage qu'on a dans les peintures, par exemple, le fond, voilà, parce qu'on met un fond comme ça, qui après est devenu devant, il est devenu lui-même le protagoniste. Mais filmer ça, c'est d'un ennui énorme. Je veux dire, on peut pas regarder un paysage pour plus que 30 secondes aujourd'hui, peut-être 2 secondes, et après on s'ennuie. Et du coup, il faut qu'il y ait quelque chose nous capte. On fait des films parce que on a envie d'être pris par l'image. On crée de l'image. L'image, moi, quand je regarde une image, il faut que l'image me prenne. C'est pas qu'il faut que ça bouge, mais il faut que ça soit une image très forte. J'adore des cinéastes qui font un cinéma qui est extrêmement lent, mais qui ont des images qui sont très fortes, qui nous amènent dans un monde, c'est un voyage. Donc, on a essayé de faire ça. Et dans ça, pour faire ça, c'est compliqué parce que c'est quelque chose que, par exemple, nous, on a trouvé dans ce travail-là, c'est quelque chose qui est très, très complexe. C'était qu'il fallait aller devant. Il faut aller là où il y a la personne, c'est homme urbain ou ce qui existe. Il faut aller avec lui. Il faut être très près. Donc du coup, comme d'habitude, on filme avec un grand angle. Le grand angle vous oblige à être à un demi-mètre de lui, à 1 mètre. Alors, je vous dis, ça c'est très complexe parce que filmer à 1 mètre des gens à Bogota, tu pourras me dire, et peut-être encore plus à Rabat, c'est quand même pas facile. Je veux dire, c'est des moments qui sont très très difficiles parce que il y a des endroits à Bogota où on est super bien, il y a des endroits juste à côté où ça craint pas mal.
Et aussi dans d'autres villes aussi. Il y a aussi Naples, des choses comme ça. Mais cette force de l'image là, c'est-à-dire que quand on se sent à l'intérieur on voulait ça, on voulait créer une image qui vous porte dedans. Vous êtes avec lui, vous vivez avec lui, vous êtes avec ces gens qui sont là dans la rue, c'est parce que tout se filme dans la rue, parce que ce qui nous intéressait c'était évidemment la rue. On est dans la rue avec eux, donc on est complètement dedans. Alors, ce qui crée cette installation-là, qui est aussi bien, je veux dire, c'est très intéressant, mais qu'on a aussi, j'espère aussi dans l'image, c'est justement ça, c'est-à-dire que on fait un voyage qui n'est pas en observateur, mais on est en expérience, c'est-à-dire on vit avec eux. Je veux dire, on vit la même chose. Je sais pas, il y a une scène à Bogota pendant la pluie, il pleut énormément, il pleut. À Bogota, c'est incroyable, c'est une ville où il pleut tous les jours. Je savais pas, honnêtement. Je sais pas si tout le monde le sait, mais non, tu confirmes. Comme à Londres. Oui, comment? Comme à Londres. Oui, mais pendant toute l'année, tous les jours, il pleut. Tout le temps. Alors, moi, je savais pas, j'arrive le premier jour, personne ne me l'avait dit. Non, on le savait pas. Donc, le premier jour, on arrive, et à 4 heures de l'après-midi, bam, on se prend cette pluie là, on se mouille complètement, on dit oh là, qu'est-ce que c'est? C'est quand même bizarre. Tout le monde sort de son sac à dos, ils ont un sac à dos avec un parapluie, tout le monde préparé, moi j'étais pas préparé, bam, je me mouille complètement. Deuxième jour encore, troisième, quatrième, bon à la fin je comprends que tous les jours c'est comme ça. Et ben un jour je dis mais c'est ça, il faut absolument filmer ça. Et on remarque quelque chose d'extraordinaire. Je fais un petit exemple parce qu'après on parle, on reste très théorique, mais en fait la ville c'est des scènes comme ça. C'est des choses c'est une accumulation de scènes comme ça. Et je me rends compte que quand il pleut, il y a quelque chose d'extraordinaire que probablement que à Bogota arrive. Donc voilà la spécificité de l'homo urbanus bogotanus. C'est qu'il y a, et les gens évidemment, parce qu'il pleut tellement fort pendant une demi-heure, une heure, après ça s'arrête. Après c'est le soleil, avant c'est le soleil, après c'est le soleil, mais pendant une heure c'est le déluge. Et pendant ce déluge, la ville, elle est inondée d'eau partout, à 30, 40 centimètres d'eau qui couvre la ville. Voilà. Donc on peut plus marcher, on peut plus traverser les rues, tout ça. Et donc tous les gens se mouillent les chaussures, sauf ceux que, en fait, il y a des gens, je sais pas des SDF, mais il y a des gens qui vivent dans la rue, qui tous les jours, ils ont ce moyen pour gagner beaucoup d'argent. Ils ramassent des briques, ils ramassent des palettes de bouts de quelque chose, et ils font un passage sur l'eau comme ça, pour qu'on puisse passer sans se mouiller. Mais attention. À Barranquilla, c'est encore mieux. Attends, parce que il faut que je dise un détail important, parce qu'ils font ça pour faire payer un péage. C'est-à-dire que si vous voulez, vous passez par là et vous mouillez, sinon vous passez par ici, mais c'est comme c'est moi qui l'ai fait, c'est péage tout le monde. Et en fait, ces gens, ils gagnent tous les jours leur journée en faisant ça, en attendant la pluie. Comme la pluie arrive tous les jours, c'est réglé. Voilà. Ces choses-là, ces scènes-là, alors il faut la filmer, il faut être là. Je me suis complètement mouillé, complètement pour filmer cette scène-là. Donc en plus c'était à San Victorino qui est quand même un endroit assez chaud. Donc il y a une dame à la fin qui est venue me dire il vaut mieux que tu partes parce que ça craint. C'est dans le film, donc oui, c'est témoigné. Donc voilà, mais ces scènes-là. Pour moi, avec Louise, on en discute tout le temps. C'est des scènes qui parlent énormément de la ville. C'est ces choses-là qui parlent et pas le fait de filmer peut-être un grand espace où on montre. Je pense que il a raison aussi, Christian aussi, disons ça, c'est filmer la ville, c'est impossible. Ce n'est pas quelque chose de possible. C'est-à-dire quand vous filmez un bâtiment. Et voilà, le bâtiment il est là, vous tournez autour, ou un objet, voilà, il est là. La ville était tellement énorme que de toute façon vous allez rater des choses. Donc on ne peut filmer que sa propre vision de la ville. Et sa propre vision passe à travers, je pense, pour nous, à travers l'observation des gens qui bougent, qui font ce passage au péage. Et comme ça, il y en a. Dans toutes les villes, il y en a plein. Voilà. Nous, on crée une collection de moments comme ça pour essayer de comprendre à la fin de ce voyage d'une heure de collection de moments comme ça, d'essayer de comprendre quelle est la spécificité d'une ville ou l'autre. Et du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Hoffner. Vous qui, à l'agence d'urbanisme, avez à la fois fait ce travail de produire des vidéos et en même temps qui, évidemment, réfléchissez beaucoup à cette ville. Comment vous intégrez ce travail de partir de la ville, de l'expérience du très quotidien, et après d'en sortir quelque chose pour une vision sur la ville et sur l'évolution que vous voulez
mener. Si on pousse un tout petit peu ces raisonnements, on voit d'abord qu'on peut très bien raconter sans images. Et on voit surtout que, avec le cinéma, d'une certaine manière, bon, on passe du paysage cadre, comme on a dit. Le paysage cadre, c'est quand même 80% de ce qu'on voit et de ce que la plupart des gens ont en tête quand ils parlent de paysage. Il faut voir ça. Hein. C'est comme le nombre de colloques qu'il y a toujours sur la ville et la campagne. Tout le monde ne sait pas que ça n'existe plus. Hein. Il faut avoir en tête quand même que les modèles perdurent pendant très longtemps et que c'est voilà, une des difficultés et aussi notre boulot que d'actualiser ces modèles au regard des évolutions. Donc nous, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire par rapport à ça, on change d'outil et on va faire des balades, quoi. D'ailleurs, l'agence urbaniste vous propose des balades sensorielles autour des bassins à flot. On voit bien que des cinéastes comme vous savent, entre guillemets, faire passer, on pourrait avoir le mot ambiance, qui n'est pas très bon non plus, mais enfin, des ambiances, des usages. On l'a vu dans notre table ronde là, avec Alfred Peter en particulier, l'importance des usages. Il y a quand même, là encore sans faire dans la théorie, il y a un petit courant quand même un peu marginal, mais non négligeable, qui dit halte au monopole de la vue dans l'appréhension de la ville. Hein, c'est extrêmement fort aujourd'hui. Un élu, on lui montre des photos et des maquettes. Puis ça va plus vite que de faire une balade avec lui. Bon, en même temps, le son. Alors, le cinéma a le son, c'est important. Donc on peut entendre la pluie, on ne l'a pas sur ses pieds, mais on peut entendre la pluie. On n'a pas les odeurs qui sont quand même nature ou pour différentes raisons. Moi qui étais très longtemps parisien, l'odeur de Paris, c'est le paysage parisien, c'est l'odeur métallique de certaines lignes de métro. Je ne doute pas que des cinéastes talentueux arrivent à faire passer ça, mais voilà, c'est pas si simple que ça. Donc on est, alors, la vue, c'est pas l'esthétique, mais c'en est proche aussi. Donc il me semble, pour ma part, qu'il y a quand même une petite rupture épistémologique, comme dirait l'autre, pour à la fois montrer, c'est évidemment très astucieux, ce multi-écran qui permet, oui, d'être un peu, de faire en sorte que comme vous le disiez, le spectateur fait son montage, hein, il fait son propre montage et en plus il se déplace. Donc on recrée artificiellement, d'une certaine manière, la façon dont le citadin néo-urbain se déplace dans la ville. Mais il manque encore beaucoup de choses. Mais ça dépasse largement notre débat. C'est la question de l'architecture et de l'urbanisme qui sont peut-être trop monopolisés par le sens de la vue, avec derrière la vue quand même une vision, on va dire, un peu esthétisante. Et c'est vrai que à l'agence d'urbanisme comme ailleurs, on est beaucoup plus attaché à mettre en avant le fait qu'il faut, comme on dit souvent, éprouver le paysage. Hein. Puisque je vois que vous êtes un fin connaisseur de la littérature française, il y a une citation qu'on retrouve souvent qui est cette idée que Julien Gracq, cette idée que les grands paysages méritent d'être éprouvés par la marche. Voilà. Bon, et c'est évidemment très vrai. Alors, la marche, bon, on concédera le vélo, même si suivant les métriques des métropoles, le vélo peut s'y prêter plus. Mais voilà, moi je trouve que ça c'est intéressant de sortir de la carte postale, de sortir du beau panoramique, hein, et d'aller plus loin effectivement dans cette idée que dans nos métropoles, le paysage, c'est grosso modo ce que le métropolitain mobile éprouve. Hein. Alors éprouve, je fais une insiste sur les modes de transport. Hein. Là aussi, moi je me traîne toujours le très beau livre Paysage en mouvement de Marc Desportes, parce qu'il a fait sa thèse dans le labo que je dirigeais avant d'être ici. Bon, on le sait bien, hein,
la diligence a cadré un certain type de paysage, le train aussi, la route et l'autoroute en proposant une vision frontale des choses. Le piéton, lui, peut tourner dans tous les sens et avoir effectivement cette vision un peu fragmentée. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas négligeable de se dire aussi que vous, producteurs d'images, vous participez aussi à la fabrication des lunettes avec lesquelles les citadins vont voir autrement les paysages. Il y a des gens qui soutiennent, je n'irai pas jusqu'à les suivre quand même, que les paysages un peu chaotiques des métropoles façon Rem Koolhaas pourraient être mieux appréciés finalement si on prenait les lunettes de l'art contemporain. Voilà. C'est vrai que si on prend les lunettes de la Renaissance pour apprécier le périurbain, c'est compliqué. Mais voilà, j'insiste sur cette double relation. Nos cinéastes nous donnent à voir des paysages, mais en même temps, ils fabriquent les manières de voir les paysages. Je crois que c'est extrêmement important. Et avec, suivant les populations, suivant les villes, etc., appelons ça des modèles culturels ou des schémas cognitifs qui feront qu'on va plus ou moins apprécier telle ou telle façon d'appréhender ce paysage. Voilà. Mais juste, et j'en finis, j'insiste quand même beaucoup sur cette idée du côté paysage sensible qui n'a pas à être réservé seulement au paysage nature, mais qui vaut tout autant et encore plus. Bon, la question les odeurs, c'est quelque chose. Voilà, on reconnaît une ville à ses odeurs, évidemment, si on prend le monde. Bon, et ça, comment le transmettre, sinon en l'expérimentant personnellement. Alors peut-être pour terminer, maintenant que le cinéma est mort et que le paysage panoramique n'est plus, si quelqu'un a des questions dans la salle, peut-être, pour rebondir. Non, personne. Sinon peut-être, puisque vous êtes revenu, se mettre pour terminer sur... non mais c'était juste sur l'idée qui est évoquée à la fin, qu'on a beaucoup discuté du fait que le paysage, au sens où on l'entend, telle la carte postale... trop limitant, ou peut-être ne dit même pas ce que c'est un paysage. Est-ce que vous qui avez travaillé avec les cinéastes ici et réfléchi à cette question, vous avez peut-être une idée sur la notion même? Oui, peut-être je reprends deux choses. Je reprends Oscar Wilde, Life follows art, more than art follows life. Je pense que c'est tout à fait vrai que les paysages doivent d'abord être conçus pour être vus. Et je reprends aussi peut-être la théorie qu'a développée Alain Roger dans son court traité du paysage, où il dit il y a pays et paysage, et le pays est quelque part la réalité physique existante, et elle ne devient que paysage à travers un processus culturel qui peut être une peinture. J'ai un vrai Patinir ici qui est considéré être l'inventeur du paysage. Dürer disait Patinir c'est un bon peintre du paysage. Ça peut être une chanson. Sur les ponts d'Avignon, on le voit. Ça peut être un feuilleton télévisé. Et du coup, je pense que la définition de paysage, c'est vraiment une façon de voir la réalité. Et une fois qu'on arrive à le transmettre, et souvent je parle de ce passage chez Oscar Wilde sur la brume au-dessus de la Tamise, que lui il dit qu'il a fallu Turner pour qu'on puisse le voir. Ce qui est vrai aussi pour les couleurs vives à Arles, il a fallu Van Gogh, il y a plein d'exemples comme ça. Et je pense que le cinéma de paysage peut nous apprendre encore un autre type de paysage, ce que l'image statique n'arrive pas à montrer. Du coup, je pense que on peut définir le paysage comme justement cette façon de voir la réalité, et elle peut naître dans plein de supports et dont je suis convaincu, c'est pour ça qu'on a choisi justement de montrer des images en mouvement, que le cinéma, même si l'odeur il n'arrive pas à le transmettre, il transmet déjà une façon de voir le paysage qui est autre que la photographie ou la peinture. Très bien. Après, je veux juste dire une chose, qu'en fait, il y a beaucoup de dialogue entre l'image fixe et l'image de mouvement, comme si
une devrait gagner sur l'autre, mais en fait, je suis pas certain que il y a des choses qui passent très bien en film, c'est-à-dire en image animée, en image ce qu'on appelle filmée, et d'autres en photo qui fonctionnent très très bien. Je vois pourquoi on devrait choisir un ou l'autre. Par exemple, moi je trouve que la photographie, pour parler d'un endroit ou d'un paysage comme vous voulez, enfin de quelque chose, ça fonctionne très très bien. Personnellement, je trouve que ça fonctionne pas très bien exposé. La photographie a des grosses limites, c'est pour revenir au médium, et elle a une grosse limite par rapport à l'image projetée. C'est que la photographie, quand on voit plein de photos comme ça et on fait le passage comme ça marche pas très bien. Mais l'effet que ça fait d'avoir un livre sur soi de photographies qui sont avec des photographes qui ont fait des photos magnifiques en paysage, il en existe plein. Et quand vous ouvrez un livre et vous êtes tout seul, et avec ce livre, vous commencez à regarder une photo après l'autre, vous êtes dans un monde complètement, vous êtes immergé dans un paysage mental du photographe. Donc on peut faire énormément avec la photographie. Mais ça reste des médiums différents, enfin, c'est des médias différents. C'est pour certaines choses fonctionnent très bien, pour d'autres moins bien. Donc peut-être on peut parler de ce qui fonctionne mieux dans un cadre de biennale aussi, mais en même temps la photo elle est magnifique aussi. Je veux dire, on a quelque chose qu'on n'a pas avec l'image animée, c'est qu'on peut s'arrêter sur une photo, on peut rentrer avec les yeux peuvent aller, c'est un moment qui est figé, mais qui nous permet de pouvoir nous-mêmes personnaliser le regard. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui décidons la temporalité. Dans un livre, c'est vous qui décidez la temporalité. C'est peut-être déjà prévu, mais vous pouvez sauter d'un à l'autre, faire votre lecture comme vous voulez. Dans un film, non, c'est la temporalité a été décidée par le cinéaste. C'est lui qui a décidé que vous allez voir ça et ça. Donc c'est un montage qu'on fait. Et on peut faire ça aussi dans un livre de photos. Mais en même temps, c'est beaucoup plus personnalisable, c'est plus personnel. C'est-à-dire, c'est un regard personnel. Et si je veux m'arrêter sur une photo parce que ça me touche beaucoup plus que les autres, eh ben je reste là. Et moi, j'ai des souvenirs très très forts d'images qui même si aujourd'hui on n'arrête pas de voir des images, des millions d'images, mais il y en a très peu qui restent. Et il y a très peu de photographes qui font des images qui nous touchent énormément. Mais quand ça touche, c'est très fort aussi. Donc tout ça pour dire encore une fois que je ne pense pas que c'est une question de décider quel est le médium. C'est juste à voir ce qu'il y a dans la photo, du support, tout ça. Après, c'est une autre question. C'est pas très grave. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui passe, qui est très fort, dans l'image, c'est la force de l'image. Alors, justement, pour les choses, si on n'a pas une intention de faire une image qui soit, qui nous prenne, qui nous fasse rentrer, on peut décider de faire d'autres choses. On peut écrire un texte, par exemple. On peut parler aussi d'un paysage avec un texte. Et ça, vous allez aussi là-dedans rentrer dans un autre monde. Enfin, il y a énormément de moyens différents. Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la vision personnelle, c'est le paysage mentaux, c'est-à-dire le paysage de la personne qui est en train de vous communiquer quelque chose. C'est ça qui, personnellement, nous intéresse avec Louise aussi. C'est que quand l'image devient très personnelle, c'est quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Ce n'est pas le paysage objectif. L'idée de la ville objective représentée n'existe pas, ou si ça existe, ça devient le film de promotion de la ville. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça fait la différence quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire, pour moi, c'est ça. Et c'est là que ça devient magnifique. En plus, quand on trouve une sorte d'affinité élective avec la personne. Là, ça devient extraordinaire parce que ça nous touche beaucoup. 30 secondes, parce que je suis tout à fait d'accord, mais si on se met dans la position d'un acteur de l'urbanisme local, pour prendre un exemple que j'ai devant les yeux, s'il faut un jour discuter avec l'UNESCO de la skyline de la rive droite, moi j'aimerais bien qu'on discute avec des vidéos plutôt qu'avec des photos. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir de superbes photos de la rive droite, etc. Mais dans ce
Peut-être vous vous arrêtez à une photo, parce qu'en fait, Oui. il y a des photographes qui travaillent leur livre comme une œuvre complète, Oui. dans laquelle c'est un voyage. Alors, c'est comme si vous allez juger un de nos films par une image ou par un titre. Je veux dire, c'est beaucoup plus large. Je veux dire, alors, une photo peut-être n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer tout ce que le photographe ressent, mais peut-être, et parfois il y arrive aussi. Parfois il arrive, mais aussi tout un travail mais il y a énormément de photographes paysagistes qui font ça. Je veux dire, ils créent toute une œuvre autour de ça. Et quand vous êtes à l'intérieur de cette œuvre-là, c'est un voyage. Alors peut-être le skyline aussi, de mon c'est tout un voyage. Peut-être après, je suis d'accord avec vous, c'est pas très beau avoir une image là, comme ça, collée dans un coin, quoi. C'est l'image, elle est pas, mais déjà, vous prenez l'image, vous l'imprimez 10 mètres par 5, déjà là, vous êtes à l'intérieur de ça, et ça vous fait. C'est une question après de comment on présente, mais c'est très fort aussi. Oui, mais c'est aussi pour qui on négocie. Est-ce qu'on négocie pour celui qui va prendre une photo à droite, ou est-ce qu'on négocie pour ceux plus globalement, habitants ou passants, qui vont bouger dans la ville? Voilà. Peut-être je vais rebondir là-dessus, parce que je ne pense pas que c'est la question photo au cinéma. Moi, je pense que dès qu'on se rend compte que le paysage est né à travers un processus culturel, évidemment, différents types de supports, différents types de ce processus culturel vont produire différents types de paysages. Comme un texte peut produire un paysage qu'on n'arrive pas à capter dans une peinture. La force du paysage de Patinir peint dans le XVIe siècle est très différent d'une photo. Et du coup, justement, et ça, je suis assez d'accord, les paysages qu'on n'a pas encore vus, pour citer Duchamp, l'invisible et le visible qui n'est pas encore aperçu. Du coup, pour révéler, et souvent dans nos travaux, on essaye de révéler quelque chose que le condottiere n'avait pas vu, c'est quelque part notre job. Du coup, on choisit le bon support pour faire révéler ce paysage, et ça peut être une carte, ça peut être un texte. Sébastien Marot avait écrit un texte sur les 55 000 hectares qui, à mon avis, est 10 fois mieux que toutes les images qu'on a produites, parce qu'il capte l'essence de ce paysage qu'on peine à voir, mais l'essence ou l'essentiel reste pour moi le trouver le bon support, la bonne représentation, parce que quelque part, paysage égale représentation. On ne représente pas un paysage, la représentation du paysage est le paysage. Oui, et ça dépend aussi du moyen que l'on emploie, parce que parfois on peut capter une réalité ou la représentation d'une réalité beaucoup mieux avec un texte littéraire, avec une photo, avec un film, avec un son, avec une odeur. Ça dépend aussi. Et on peut combiner aussi. Parce que dans le monde contemporain, justement, on est dans l'hétéronomie, même si ça ne plaît pas aux nostalgiques d'une modernité, quoi. Mais c'est comme ça. Très bien, écoutez, je pense qu'on va conclure sur ces multiples définitions du paysage et de ce que pourrait être. Je vous invite à continuer à vous promener, à vérifier à travers vos balades et les vidéos ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'être un paysage. Et merci beaucoup à tous. Merci. Et paysage, 18h30 ici même.